Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ce soir, un crime dans la Vallée Rouge. Molin est un charmant petit village, tapi dans la verdure autour d'une très vieille église. En cette froide matinée de décembre, un long cortège de paysans silencieux se dirige lentement vers le cimetière pour accompagner à sa dernière demeure Eugénie Moinet, dite la Génie, qui est morte assassinée le 10 décembre dernier. À quoi songent-ils, ces rudes paysans, en gravissant péniblement, tête baissée, le chemin montant qui mène de l'église au cimetière? Sans doute pense-t-il à celui qui a tué et qui, probablement, se trouve parmi eux dans le cortège, guettant leur moindre réaction. Sans doute pense-t-il aussi à tous les crimes commis ces dernières années dans cette vallée heureuse qui est devenue la Vallée Rouge à cause du sang répandu. Vont-ils à nouveau connaître l'effroi et l'angoisse des années tragiques quand ils se barricadaient à la nuit tombante? Toutes ces questions, je les sens dans le regard qu'ils me jettent furtivement à l'entrée du cimetière où je suis venu, moi aussi, saluer la Génie et observer tous ceux qui assistent à ces funérailles. Tout avait commencé le 10 décembre, très tôt le matin, vers 6h15. La Génie s'en était allée, sa torche électrique à la main, par ce chemin boueux qui relie la maison d'habitation à l'étable. Elle venait de réveiller Blandine, sa petite fille, qui devait réviser ses leçons avant de partir pour le collège. Clément, le vieux mari de la Génie, était encore au lit, ainsi que Marie-Ange, sa fille, et les 3 autres petits-enfants, qui étaient en pension chez elle depuis le mois de septembre, pour des raisons de scolarité. Elle se dépêchait ce matin-là, la Génie, parce qu'elle voulait se rendre à la foire de Cleffmont pour faire quelques achats. Ah, il faut dire qu'elle se sentait bien seule, la Génie, à 70 printemps, portant à bout de bras tous ceux qui vivaient sous son toit, s'occupant de l'exploitation de la ferme et trimant du matin au soir. À un moment, elle avait espéré que Claudine, sa plus jeune fille, se serait fixée à la ferme en se mariant avec un gars du village. Mais la Claudine était partie pour Paris, où elle était devenue fonctionnaire dans une administration, et elle n'avait pas du tout l'intention de revenir au pays. Le seul sur lequel la Génie pouvait compter, malgré son fichu caractère, c'était Jean-Pierre, son gendre, le mari de Sonia, la fille aînée. Ah, Jean-Pierre, il labourait les terres, il s'occupait des semailles. Hier encore, il était là, aidant la vache à mettre bas. 3 meuglements ont salué l'entrée de la Génie dans l'étable. Elle en est toute réconfortée. Allègrement, elle gravit le raidillon glissant qui mène au grenier à fourrage. Elle a posé sa torche électrique et, à l'aide d'un crochet, elle tire le foin odorant qu'elle a rentré elle-même l'été dernier. Bobby, son chien, un affreux bâtard qui la suit partout, est parti à la poursuite d'un gibier. La Génie a entendu du bruit. Intriguée, elle s'avance sur le pas de la porte. « Qui c'est ? Oh, c'est... » À partir de cet instant, il ne lui reste plus que quelques secondes à vivre. La gendarmerie a été prévenue de la disparition de la Génie par Blandine, sa petite fille, qui, entre 2 sanglots, a expliqué qu'elle n'a pas revu sa grand-mère depuis 6h20 ce matin.
Quand elle est descendue pour prendre son petit déjeuner, la Génie n'était pas là. Elle l'avait cherché partout, en vain. Et elle n'était pas encore partie à la foire de Clefmont puisque son sac et toutes ses affaires étaient encore là, dans sa chambre. Immédiatement, 2 gendarmes de la brigade se rendent sur les lieux, fouillant soigneusement l'exploitation et ses environs. Et c'est dans la citerne, alimentant la ferme en eau potable, qu'ils retrouvent le corps de la malheureuse. Quelques minutes plus tard, accompagné du chef Beauvais, technicien des investigations criminelles, et de 2 de mes hommes, je me penche sur le cadavre de cette solide septuagénaire que l'on vient de retirer de la citerne. Autour du cou de la Génie, il y a un horrible sillon violacé. Sans aucun doute, elle a été étranglée avant que son assassin ne jette son corps dans l'eau froide de la réserve d'eau. Le chef Beauvais se met immédiatement au travail. Il y a beaucoup d'empreintes aux abords de la grange et de la maison, des empreintes de pas, apparemment fraîches. Mais malheureusement, il s'avère que la plupart d'entre elles appartiennent aux membres de la famille et surtout au gendre de la Génie, Jean-Pierre, qui la veille encore travaillait à la ferme. Dans le grenier, sous le foin, on retrouve une chaussure de la vieille femme, ainsi que le bonnet de laine dont elle se recouvrait la tête. Je commence par interroger tous les habitants de la ferme. Clément, le mari de la Génie, ne m'aide d'aucun secours. Il pleure, gémit, implore tous les saints du calendrier pour qu'on lui rende sa femme. Il est âgé de 85 ans, le Clément, et il est impotent. Et il ne me paraît pas vraiment suspect. Et comme témoin, il ne m'est, hélas, d'aucune aide. Il n'a rien vu, rien entendu. Il dormait. Dormir, c'est apparemment ce que le pauvre Clément fait le mieux. J'essaie d'interroger sa fille, Marie-Ange. Elle a l'apparence d'une jeune femme normale, mais je comprends très vite qu'elle est autiste et qu'elle non plus ne pourra pas me donner de renseignements. Pendant que j'essaie de lui parler, un homme trapu d'une bonne 40aine d'années entre dans la grande pièce de la ferme où je rencontre chaque membre de la famille. « Bonjour, mon commandant, je suis Jean-Pierre Bourgault, le gendre de la Génie. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un accident, là, enfin, un malheur. Qu'est-ce qui s'est passé, là ?» En 2 mots, je le mets au courant de la situation. L'homme semble effondré. « Un meurtre? Mais comment c'est-il possible? Ma belle-mère était aimée de tout le monde, pensez donc. Ils dépendaient tous d'elle ici. Moi, je l'aidais par-ci par-là, mais c'est elle qui faisait tourner l'exploitation. Sans elle, je me demande ce que ça va devenir, tout ça. Monsieur Bourgault, d'après vous, votre belle-mère avait-elle des ennemis? Oh ben non, mon commandant, dans le pays, chacun l'aimait et la respectait parce que, à 70 ans, elle abattait autant de travail que 2 hommes en pleine force de l'âge. Monsieur Bourgault, vous habitez la ferme? Ah non. Non, moi j'habite à quelques kilomètres d'ici avec ma femme. Je viens souvent donner un petit coup de main à ma belle-mère parce que elle pouvait pas tout faire, n'est-ce pas? Alors je la dépannais, surtout pour les gros travaux, quoi. Monsieur Bourgault, pouvez-vous me donner votre emploi du temps de ce matin? Ah bien sûr, mon commandant. Je me suis levé à 6 heures comme d'habitude. Ensuite, j'ai travaillé à l'écurie jusqu'à 8 heures. Oui, parce que chez moi, j'ai des chevaux. C'est pas. Et puis, je me suis dit que j'allais passer voir le veau qui était né hier. Voilà donc. Et j'apprends que la Génie, la pauvre, elle est morte. C'est horrible, ça, mon commandant. C'est horrible. Qui c'est qui a pu faire une chose pareille, quoi? Monsieur Bourgault, c'est une question que je vous pose à mon tour. À votre avis, qui a pu faire une chose pareille? Ah je vous l'ai dit, mon commandant, je vois pas, moi. Je vais prévenir ma femme, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant, vous voyez. Jean-Pierre Bourgault est à peine sorti que le gendarme Cholet est entré dans la pièce.
Il venait me rendre compte de l'étrange comportement d'un certain Jean Daffumal, cultivateur de son état, qui traînait du côté de la citerne et qui était vraiment bizarre. Je notai son nom et je me promis de l'interroger rapidement. En attendant, je devais rencontrer la seule personne qui avait vu la génie avant sa mort et qui avait peut-être des choses intéressantes à m'apprendre. C'était Blandine. Blandine, la petite fille de la victime qui, ne voyant pas revenir sa grand-mère, s'était inquiétée et avait appelé les gendarmes. Blandine était une ravissante adolescente d'une quinzaine d'années, bouleversée par la mort de sa grand-mère, mais tout à fait capable de faire une déposition claire et précise sur les événements de la matinée. Sa grand-mère l'avait donc réveillée vers 6h15, 6h20, pour qu'elle puisse réviser ses leçons avant de descendre à la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Blandine avait entendu sortir la génie et environ un quart d'heure après le départ de celle-ci, il y avait eu du bruit dans la cuisine. Un drôle de bruit. Mais sur le moment, Blandine n'y avait pas prêté attention, pensant que c'était sa grand-mère qui avait oublié quelque chose et qui était revenue. Mais tout à coup, il y avait eu des pas précipités dans la cuisine et la porte avait claqué violemment. La jeune fille s'était alors précipitée à la fenêtre de sa chambre, fenêtre qui donnait sur l'escalier d'accès à la maison. Mais, dans l'obscurité, elle n'avait aperçu qu'une vague silhouette qui s'enfuyait. J'essayais en vain de faire dire à Blandine à qui ressemblait cette silhouette, mais avec la meilleure volonté du monde, la jeune fille était incapable de mettre un nom sur cette ombre fugitive. Était-ce l'assassin qui venait de sortir précipitamment de la cuisine? Qui était-ce? Et pourquoi avait-il tué la génie? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Deux jours après le drame, je reçois les résultats de l'autopsie. Le rapport du médecin légiste précise que la victime est morte des suites d'un choc émotionnel consécutif à une tentative de strangulation. Nous pouvons donc en déduire qu'il n'y a pas eu préméditation et que le criminel est vraisemblablement un familier de la victime. Il a dû y avoir une discussion entre la génie et son assassin, discussion au cours de laquelle l'homme a saisi les cordons du tablier et a tiré violemment. Et quand la génie s'est affaissée, il a pris peur et a cherché à dissimuler tous les indices possibles. Il a jeté le corps dans la citerne et il a caché la chaussure et le bonnet de laine sous le foin déjà engagé. Mais n'oublions pas que d'après les déclarations de Blandine, l'homme, à un certain moment, est venu dans la cuisine. Pourquoi? Peut-être avec l'intention de voler? Mais sous la porte de la Blandine, il voit de la lumière. Il a peur d'être reconnu, alors il s'enfuit sans rien emporter. Oui, c'est une hypothèse. Autre hypothèse, le criminel étrangle la génie, elle tombe, pris de panique, il veut tenter de la ranimer et pour cela cherche une bouteille d'alcool dans la cuisine. Apercevant de la lumière sous la porte de la Blandine, il se sauve et revient dans la grange. Voyant que la génie est morte, il essaie tant bien que mal de camoufler son crime en cachant le corps dans la citerne et la chaussure et le bonnet dans le foin. Le premier suspect sur ma liste, c'était, je l'avoue, Jean-Pierre Bourgault, le gendre de la victime, qui aurait pu assassiner sa belle-mère par intérêt, et pour cela aurait prémédité son crime. Mais, à la suite de l'autopsie, je pense qu'il faut écarter cette hypothèse et rechercher le coupable ailleurs, parmi les familiers, les habitants de la ferme. Il me faut donc vérifier l'emploi du temps de toutes les personnes soupçonnables pour un quelconque motif. J'interroge donc Paul Beson, un vagabond qui se trouvait dans les environs le jour du meurtre. Nous sommes en plein mois de décembre. Il fait un froid glacial et malgré cela, la fenêtre de mon bureau est grande ouverte tant le dénommé Beson empeste le vin.
l'urine et tout un mélange d'odeurs peu sympathiques. L'interrogatoire est très rapide. Beson, avec sa faconde, balaie superbement tous les soupçons. « J'en rirais, mon commandant, s'il n'y avait pas eu mort d'homme, ou plutôt de femme. Un meurtre comme il m'attend. Ha! Et vous me suspectez! Sachez, mon commandant, que comme tout ivrogne qui se respecte, à 7 heures du matin, je dors, moi, mon commandant. Ou plutôt, je cuve. Au moins jusqu'à midi. Et même si on me réveille, ce qui me met de fort méchante humeur, je suis incapable de tuer ne fût-ce qu'une puce. Pour la bonne raison que je tiens absolument pas debout. À bon entendeur, salut, mon commandant. Je n'insiste pas. Il est bien évident que Paul Beson est innocent. Je le renvoie immédiatement et je sors de mon bureau en laissant la fenêtre grande ouverte. Au moment où j'allais partir, on m'avertit que quelqu'un demandait à me voir. Dans le hall, il y avait Claudine, la plus jeune fille de la génie, celle qui vivait à Paris et que j'avais rencontrée une fois au début de l'enquête. Elle me dit qu'elle avait beaucoup réfléchi, essayant de rechercher qui aurait pu se quereller avec sa mère, qui aurait pu en vouloir à la famille. Et elle s'était soudain souvenue que 3 ans auparavant, elle avait reçu, alors qu'elle habitait encore à la ferme, elle avait reçu plusieurs lettres anonymes du style ordurier. À l'époque, la famille avait soupçonné un fermier du voisinage qui avait courtisé la jeune femme et qui avait été conduit. Claudine avait gardé ces lettres et aujourd'hui, elles étaient là, étalées sur mon bureau. C'était peut-être une piste. Je convoquai donc le fermier en question, un certain Michel Hennequin, et je l'interrogeai longuement. Ah, c'était une si vieille histoire. Il avait bien eu des vues sur la belle Claudine, mais elle avait préféré devenir parisienne. Des lettres anonymes? Ah non, il détestait écrire, et puis ce style de littérature, c'était pas du tout son genre, non, mais il voulait bien qu'on compare son écriture avec celle du mystérieux correspondant. Comment? Où se trouvait-il au moment du drame? Dans son lit, en raison d'une forte grippe. Cela fut confirmé par le médecin du village qui avait visité son patient la veille de la mort de la génie. Quant aux lettres, une simple comparaison d'écriture permit de conclure que Michel Hennequin n'en était pas l'auteur. Je le rayai donc de ma liste de suspects. Sur cette liste figurait ce cultivateur qui avait eu un comportement étrange lorsqu'on avait découvert le corps de la génie dans la citerne. Je le convoquai à son tour, mais je ne le retins pas longtemps. Le trouble normal qu'il avait montré était d'ordre purement émotionnel, et le brave homme n'avait strictement rien à se reprocher. Même son écriture, comparée à tout hasard à celle de l'auteur des lettres anonymes, même son écriture l'innocentait entièrement. Ma liste de suspects était d'un vide désespérant. Maintenant. Dans ce cas, il fallait reprendre l'enquête à zéro. Et vaille que vaille, c'est bien ce que je m'apprêtais à faire. Je devais à nouveau rencontrer les principaux témoins, notamment Jean-Pierre Bourgault, le gendre de la génie. Mais auparavant, j'allais faire le point de la situation avec mes hommes. Et si Jean-Pierre Bourgault était le coupable? Mon adjoint, le major Morsan, me rappelle que l'enquête menée sur le gendre de la victime n'a apporté aucun élément nouveau, que si on le considère comme étant coupable, il faut envisager la complicité de sa femme, qui est aussi la fille de la génie, à moins qu'elle ait été induite en erreur par un réveil retardé sciemment. Non mais n'oubliez pas, major, qu'une heure d'absence suffisait à Jean-Pierre Bourgault pour faire le trajet aller-retour de chez lui à la ferme et commettre son meurtre. Mon adjoint me fait remarquer que dans ces conditions, pourquoi n'aurait-il pas, par la même occasion, écrit les lettres anonymes? Et pourquoi pas, en effet?
Dans ses lettres, Jean-Pierre Bourgault est lui-même vivement attaqué, mais on ne sait jamais. Major, soyez gentil, faites-moi convoquer M. Bourgault immédiatement. C'est ainsi que, quelques minutes plus tard, Jean-Pierre Bourgault était installé à un bureau, un stylo à la main, pendant que le gendarme Filleul lui dictait quelques paragraphes des lettres. Il n'était pas besoin d'être grand expert en graphologie pour se rendre compte que l'écriture était exactement la même. Ainsi, Jean-Pierre Bourgault était l'auteur des lettres anonymes ordurières adressées 3 ans auparavant à sa jeune belle-sœur. Et qu'est-ce que ça prouve, ça, hein? Que j'ai tué la génie? Ah non. D'accord, j'ai perdu la tête il y a 3 ans. J'ai écrit ces lettres à la Claudine qui, à force de minauder, excitait tout le village. Et je suis qu'un homme après tout, hein. Non mais croyez-moi, hein, je vous en supplie, croyez-moi. J'ai pas tué ma belle-mère, hein. Jamais j'aurais pu faire une chose pareille. Jean-Pierre Bourgault avait des accents de sincérité qui me laissaient perplexe. Mais l'expérience de la dictée m'avait convaincu que nous nous trouvions en présence d'un esprit particulièrement pervers et dissimulateur. J'interrogeais Bourgault sans relâche toute la soirée et toute la nuit, et il s'acharnait à nous tenir tête. À 5 heures du matin, ce 22 décembre, Bourgault clamait toujours son innocence. Le jour commence à pointer. La fatigue a creusé ses yeux, ses joues, et moi je ne me sens pas vraiment au mieux de ma forme. La nuit a été très dure. Je m'approche de Jean-Pierre Bourgault, qui a la tête dans ses mains, et je lui tends une tasse de café. Calmement, doucement, je lui parle. Je lui dis qu'au plus profond de moi, je sais que c'est lui qui a tué la génie, et qu'au point où il en est, il devrait se confier à moi, que j'essaierai de comprendre. Jean-Pierre Bourgault m'écoute, tête baissée, en silence. Brusquement, il se redresse. Son regard est devenu implorant. Et il me dit « Oui, c'est moi. J'ai fait une bien grande bêtise. » Et il me raconte ce qui s'est passé. Ce matin-là, il est venu demander de l'argent à sa belle-mère qui a refusé de lui en donner. Il a eu beau lui expliquer qu'il lui manquait 5000 francs pour faire face à une échéance le 15 janvier. Elle est restée intraitable. Fou de colère, il a fait mine de l'étrangler avec les cordons de son tablier, mais c'était pour lui faire peur. Il n'avait pas l'intention de la tuer. Le fait d'être venu à la cuisine chercher une bouteille d'eau-de-vie pour tenter de ranimer sa belle-mère qu'il croyait simplement évanouie prouve que son crime n'était pas prémédité. Hélas, la génie était morte pour 5000 francs. Le mystère de la Vallée Rouge était donc résolu. Il nous avait fallu 10 jours pour démasquer le coupable. Les gens du pays allaient pouvoir reprendre leur vie tranquille et oublier de tirer leur verrou à la nuit tombante. Et dans 2 jours, ce serait Noël. La naissance de celui qui avait dit, souvenez-vous, aimez-vous les uns les autres et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Bonsoir.